Pour la présentation des conclusions des 6 groupes de travail, je vais donner la parole à notre collègue Bernard Sappe, président de la commission d'organisation. Madame la Présidente, merci. Majesté, Excellences, Mesdames et Messieurs, j'ai le plaisir d'introduire cette phase finale et pendant cette séance de clôture, le but, c'est d'avoir un rapport des 6 groupes de travail selon les 6 thèmes qui étaient repris dans les avis de l'Académie royale. Chaque présentateur va parler sa langue, donc vous pouvez utiliser la traduction simultanée. Et pour le rapport du premier groupe de travail, j'invite la professeure Dankaerts. Il s'agit de la définition, la prévention, les interventions et épidémiologie. Merci beaucoup. Majesté, chers jeunes, mesdames et messieurs, je voudrais voir le deuxième transparent. Malheureusement, on n'avait qu'une demi-heure pour notre groupe de travail, mais nous avons bien travaillé. Et nous avons essayé d'accentuer 2 problèmes. Un premier problème, c'est que le soi-disant modèle biopsychosocial qui devrait être connu par tous n'est quand même pas la réalité que nous rencontrons sur le terrain. Et on s'est demandé comment on peut intégrer cela dans les formations. On constate que souvent on travaille trop en silo et que la plupart des prestataires des soins ne regardent que un des 3 points de ce triangle. Un deuxième point sur lequel on s'est penché, c'est la question de savoir si une prévention universelle est possible pour la santé mentale et comment le réaliser. Parce que nous constatons qu'il y a une augmentation énorme de troubles mentaux chez les jeunes et aussi parce qu'on voit que les facteurs à risque augmentent et que nous vivons dans une société qui n'est pas vraiment bonne pour notre santé, mais qui rend plutôt malade. Slide suivant. Pour le premier problème, nous avons avancé les solutions suivantes. Comme c'est déjà suggéré dans l'avis, chaque formation devrait accentuer le modèle biopsychosocial. Ce n'est pas le cas et c'est pour cela que notre proposition serait que tout au début de n'importe quelle formation, il faudrait en parler et ça devrait être expliqué par des personnes qui sont convaincues de l'importance de ce modèle. On voudrait bien aussi que chaque dossier de tous les patients soit rédigé de telle façon qu'on accentue les 3 aspects. On trouve que tous ceux qui reçoivent une formation dans le secteur des soins doivent être formés pour écouter, pour supporter et pour pouvoir poser les bonnes questions. Chacun à son niveau, il ne faut pas connaître tout le domaine spécialisé de l'autre. Et deuxièmement, nous pensons que dans chaque formation, il doit y avoir une rencontre avec des personnes qui connaissent la réalité. Dans notre cas, ce sont les jeunes qui peuvent communiquer leur message et qui font que ceux qui sont en formation se rendent compte de l'importance. En deuxième instance, nous avons suggéré qu'on ne peut pas s'arrêter à la formation des professionnels, mais qu'il y a aussi d'autres personnes sur le terrain, des personnes clés pour les jeunes qui reçoivent souvent le message, qui peuvent capter le message, mais qui ne savent pas toujours quoi faire avec ce message et qui ont donc aussi besoin de formation. Et ça, c'est alors pour le deuxième groupe sur le slide
par exemple, ceux qui travaillent avec les jeunes, ceux qui sont dans les mouvements jeunes, les scouts, etc. Et aussi un peu pour les enseignants, mais là, je vais en revenir par après. Finalement, nous avons dit qu'il y a quelques professions qui représentent vraiment les trois aspects et il faut surtout miser sur ces professions-là. Et là, on pense dans la phase de la petite enfance à l'ONE, aussi les médecins qui travaillent pour les écoles. Alors, pour le deuxième thème, la prévention universelle, là, on avait le sentiment que dans les écoles, apparemment, à un moment donné, on a considéré que certains cours sont évidents dans l'éducation des jeunes, mais que la société évolue. Donc, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas faire évoluer également le programme scolaire? Et les jeunes ont aussi plaidé pour un cours dans lequel on va combiner tous ces aspects, dans lequel on peut parler de ces problèmes, et ceci à partir de l'école maternelle, parce qu'on peut aussi l'apporter de façon ludique. En deuxième instance, on pensait que c'était important de ne pas laisser les choses au hasard ou le fait qu'on peut en parler, mais qu'il y ait aussi vraiment des moments bien précis dans l'éducation des jeunes d'en parler. Au moins poser la question à un moment donné, est-ce qu'il y a un problème? Qu'est-ce qu'on peut faire? Et là, on pensait également à l'ONE et aux médecins des écoles. Et finalement, lorsqu'on parle de la prévention universelle, évidemment, les écoles sont universelles, mais il y a d'autres endroits universels. Et là, on pensait surtout aux médias. On se demandait si on ne pouvait pas montrer des émissions à la télé un peu plus pertinentes. Les jeunes même ont dit que eux aussi, ils attachent une importance à ces programmes sur la télé. Et bon, ce n'était pas dans notre groupe de travail, mais c'est un des professeurs de psychologie qui me disait pourquoi pas une émission journalière concernant l'importance de la santé mentale. Et alors, on voudrait aussi plaider pour que les nouvelles soient plus équilibrées. Pourquoi est-ce qu'on accepte qu'on ne nous présente que des thèmes négatifs, polarisants? Pourquoi est-ce qu'un journal télévisé ne pourrait pas aussi donner des nouvelles positives et nous donner un peu plus d'espoir et de perspective dans cette société? Et finalement, évidemment, sur Internet, nous devons aussi chercher l'équilibre dans les informations concernant la santé mentale et tous les troubles mentaux. Et voilà, ça c'est la conclusion de notre groupe de travail. Merci beaucoup. Merci Marina, professeur Dankarts. Et nous passons immédiatement au groupe de travail 2. Donc ça, c'est ma nouvelle positive de la journée. Participation et déstigmatisation. Bonjour, Majesté. Ce matin, vous avez bien écouté nos jeunes et la participation commence par l'écoute. Et ça, c'est une de nos conclusions. Et nous devons vraiment prendre le temps pour écouter les jeunes. Et je pense que c'est ce que nous avons fait aujourd'hui, au moins une tentative. On n'y est pas encore, évidemment. J'entends de beaucoup de jeunes, oui, ça ou ça, on aurait dû le faire autrement. Et c'est à juste titre qu'ils font cette critique. Mika a suivi le groupe de travail participation et je voudrais donner la dernière parole à Mika. Elle va nous présenter quelques avis qui sont sortis de notre groupe de travail. Mika, tu as la parole.
La participation est importante et ça devrait intervenir dans tous les domaines de la vie des jeunes. C'est aussi un comportement de base qui est évident. La participation commence par l'écoute des jeunes et des enfants et on a déjà fait un premier pas lorsqu'on est à l'écoute des autres. Et il est important de savoir si la participation est de qualité et si c'est suffisant. Donc, il faut évaluer. Il ne faut pas uniquement réfléchir. À un moment donné, il faut aussi passer à l'action concrète. Tous les jeunes devraient être impliqués dans cette participation et pas uniquement un petit groupe élitaire, non, vraiment tous les jeunes dans leur processus. Les jeunes doivent recevoir les possibilités de participer. Donc, par exemple, recevoir un jour de congé, entre guillemets, à l'école pour pouvoir participer à un atelier sur la participation. Et d'autre part, il faut aussi penser à l'aspect financier. Il est important d'écouter la voix des jeunes et ce qu'ils ont à dire et ils vont consacrer du temps à cela. Ils vont peut-être avoir des frais, donc ils doivent être indemnisés pour cela. Il y a encore beaucoup de recherches à faire sur la participation et on pourrait encore en parler quelques jours. Et peut-être qu'un symposium, rien que sur la participation des jeunes, aurait aussi une plus-value. On a très bien entendu la question, un symposium sur la participation d'un jour entier. Workshop numéro 3, enregistrement des données par le professeur Dan. Majesté, chers collègues, beste collega's, dames en heren en jongeren. Chers collègues et jeunes. Mesdames et messieurs, et les jeunes aussi. Nous avons donc eu ce workshop, cet atelier sur l'établissement de registres. Alors, peut-être juste avant, je profite d'avoir le micro pour adresser encore une fois ma gratitude à Sa Majesté pour le magnifique éditorial que vous avez bien voulu rédiger, justement sur la santé mentale des parents face à la pandémie de Covid. Cet éditorial a pu inspirer beaucoup de monde et j'en suis plus riche ici pour vous présenter notamment ces conclusions. Alors d'abord, il y avait un consensus par rapport à l'intérêt d'établir un registre pour la santé mentale des enfants et des adolescents. On a dégagé plusieurs thèmes lors de notre atelier. Le premier, je vais le dire en anglais, empowerment, peut-être que le professeur Côté ou d'autres meilleurs francophones que moi pourraient me dire comment nous allons l'appliquer avec un mot français, mais en tout cas, la méthode qui s'est dégagée, c'est celle d'une participation active et maximale du patient, de la famille, aussi le développement de programmes d'auto-assistance avec ou sans la supervision d'une équipe de soins qui partagerait alors une autre dimension d'expertise. Tout le monde a insisté sur l'importance de reconnaître une valeur ajoutée d'un registre pour le processus de soins, une valeur ajoutée tant pour le patient et la famille que pour le processus justement engagé dans les soins. Pour la collecte des données elles-mêmes, nous avons eu plusieurs discussions pour savoir si nous devions établir une espèce de baromètre de la santé mentale, comme il a été présenté ce matin, la santé mentale comme un concept positif qui concerne tout un chacun, ou nous consacrer à des pathologies définies qui serviraient alors de foyer d'action. En tout état de cause, tout le monde était d'accord pour souligner l'importance d'un enregistrement holistique des données, en particulier en pensant à l'organisation des soins. L'utilisation de données structurées lorsque c'est nécessaire, lorsque c'est utile, et puis deux dimensions, celle de l'individu dans une perspective de suivi et celle de la population dans une perspective d'évolution de la santé mentale. Nous avons beaucoup parlé des aspects éthiques, notamment
le principe de la transparence envers le patient concernant l'utilisation des données, face au constat de la paucité actuelle des données. Le groupe pensait que ce serait une idée d'avoir un système de opt-out, comme ça se passe par exemple au Royaume-Uni, en ce qui concerne l'utilisation secondaire des données, en insistant sur l'anonymisation ou la pseudonymisation des données. Toujours en gardant en tête l'importance de la valeur ajoutée pour le patient et pour la famille, cette notion de solidarité des données, c'est-à-dire de participer à un registre afin d'améliorer l'état général des connaissances pour pouvoir améliorer nos actions et nos stratégies, notamment en termes de prévention primaire et secondaire, et enfin insister sur l'importance d'un retour de l'information vers l'individu. Nous avons bien travaillé et je remercie les autres organisateurs de nous avoir donné l'occasion de le faire. Merci bien, professeur Dan, pour le workshop numéro 4 sur le roadmap. J'invite professeur Van Hoof, monsieur Orsbeek, Sana Sadat et Chiara Klaas de venir présenter les résultats. On avait déjà une phrase, Bridging the Gap by the Roadmap, et ils vont nous faire un petit film TikTok, je crois. Dank u wel. Merci. Beste jongeren, dames en heren. Majesté, chers jeunes, mesdames et messieurs, donc notre thème c'était l'appli pour Roadmap et nous sommes convaincus que nous pouvons utiliser la technologie digitale, celle que nous avons tous en poche, et nous avons essayé de formuler des réponses et j'ai eu le plaisir et l'honneur de pouvoir collaborer avec des jeunes qui nous ont vraiment inspirés et je vais donc donner la parole à Sanne et à Chiara. Bonjour tout le monde. On va vous présenter quelques conclusions. On va se baser sur ce qui existe déjà et nous utilisons la technologie digitale que nous connaissons déjà et qui est disponible. Des structures connues, des applis connues et qu'on va intégrer. Il faut enlever tous les seuils. Mais c'est quoi les seuils? Il y a la sensibilisation. C'est OK de ne pas être OK. Je pense que ça, c'est très important d'en parler. Ça doit être de façon cool. Il faut utiliser le langage des jeunes et ça doit être compréhensible pour les jeunes aussi. Et les médias utilisés par les jeunes, les médias sociaux ou dans les écoles, tout cela doit être intégré dans l'appli. Et aussi l'accessibilité peut être un seuil. Il faut des endroits de rencontre, mais parfois c'est très difficile de trouver les jeunes parce qu'il faut y aller en réalité. On ne peut plus se cacher derrière quoi que ce soit. Donc ça pourrait aussi être en ligne, ce qui garantit une certaine anonymité. Et les jeunes, les enfants qui ne sont pas encore prêts de sortir vers l'extérieur peuvent quand même parler de leurs problèmes à cet endroit-là. Comme je l'ai déjà dit, le langage des jeunes, c'est aussi un must. En Belgique, on ne parle pas uniquement néerlandais, français, anglais ou allemand. Il y a différentes cultures et c'est important qu'une appli puisse offrir cela aux jeunes dans leur langue. Et l'anonymité est aussi importante ainsi que la sécurité. Les jeunes doivent se sentir en sécurité pour parler de leur vulnérabilité et pour faire sortir quelques problèmes de leur sac à dos. Un grand problème, c'est souvent le temps d'attente. Lorsque les jeunes ont besoin d'aide, c'est maintenant. Ils ne peuvent pas attendre. Ils
ce n'est pas une solution de les mettre sur une liste d'attente. Et dans notre groupe de travail, nous avons rédigé une liste, une wish list, et un premier thème pourrait être qu'est-ce que le jeune peut faire lui-même? Qu'est-ce que je peux faire, moi, pour ma situation? Et une fin suivante peut être un besoin de dialogue avec quelqu'un, peut-être via une liste de questions très courte dans laquelle on voit quand même que les jeunes ont absolument besoin de parler avec quelqu'un. Et ça peut donner lieu aussi à un plan d'action. Et là-dedans, les jeunes peuvent intégrer ce qui les aide vraiment, comme ça existe maintenant déjà dans une appui pour la ligne suicide où on peut parler de son plan de crise. OK. On voudrait lancer un appel. C'est une idée et c'est une idée qu'on aimerait bien pouvoir élaborer, mais on ne peut pas le faire seul. Alors, on se demande, est-ce qu'il y a des personnes dans le public ou est-ce que vous connaissez quelqu'un qui veut nous aider? Alors, je vous demande, aidez-nous. Vous êtes vraiment une valeur ajoutée. Vous pouvez toujours vous adresser au professeur Sab si vous voulez collaborer. En dan komen we bij workshop 5. Alors, on arrive à l'atelier 5. De la période périnatale, postnatale. Majesté, chers jeunes, chers collègues, permettez-moi tout d'abord de remercier mes collègues du groupe et tous les participants, parce que ce que vous allez voir, c'est effectivement le fruit d'une réflexion vraiment commune, et je trouve que c'est important que chacun y a été de sa contribution. Alors, le sujet de la périnatalité est évidemment extrêmement vaste, et alors nous avions essayé de faire une sorte de préparation, en quelque sorte, d'argument de départ. Donc, je vais vous lire juste le petit texte et puis on verra après. Lorsque les parents vivent des vulnérabilités biopsychosociales, et on retrouve l'autre sujet, nous constatons que de nombreux intervenants sont impliqués tant sur le versant enfant que sur le versant adulte. Pourtant, de nombreux problèmes subsistent en termes de manque et de non-coordination. Nous souhaitons aborder ces deux aspects. Quelles sont les difficultés rencontrées, les ressources manquantes dans le cadre de la prise en charge des situations périnatales? Quelles modalités développer pour améliorer la cohérence et la coordination entre les deux réseaux? Voilà. Alors, en fonction de ce cadre, en quelque sorte, nous avons un petit peu réfléchi. D'une part, de façon introductive, je dirais qu'il est bien clair que la périnatalité doit combiner plusieurs niveaux, que ce soit effectivement la période anténatale, la naissance et la période postnatale. Donc, il y a là déjà un premier cadre de complexité, je dirais, dans cette approche. Alors, il nous est apparu que l'aide psychologique, nous sommes dans un contexte de santé mentale ici, mais que l'aide psychologique n'est pas tout. C'est important, mais ce n'est pas tout. Et qu'effectivement, ce n'est vraiment qu'un des aspects de la prise en charge, et que notamment, il convient de s'intéresser au niveau sociétal, parce qu'effectivement, la naissance est un acte social, et donc qui va impliquer toute une série de personnes, aussi bien dans l'entourage proche que dans un entourage plus lointain. Alors, de façon un petit peu, je dirais, un peu en mode inventaire à l'après-vert, ben voilà, congé parental et paternel, aide à domicile global après la naissance, notamment le kraamzorg du côté néerlandais, phone, et le recours au père aidant. On nous a expliqué une expérience à Paris qui considère que les dimensions uniquement professionnelles du soutien périnatal étaient peut-être insuffisantes et que ce serait intéressant d'aller chercher vraiment dans l'entourage et d'organiser vraiment sous mode de père aidant le soutien des jeunes couples parentaux et des jeunes mamans singulièrement. Alors,
On s'est rendu compte également dans notre groupe que de nombreuses initiatives existent, mais qu'elles ne sont pas nécessairement coordonnées ni connues. Et ça a été une des remarques effectivement qui a été faite, c'était qu'on avait déjà vu d'ailleurs ce matin qu'il y a des choses qui peuvent exister, mais que les intervenants, même professionnels, ne connaissent pas nécessairement. Alors, deuxième point, précocité et anticipation. Alors, une formule un petit peu, mais c'est une formule qui a été prise, mais qui me paraît vraiment très pertinente, se saisir du prénatal pour anticiper le postnatal. Alors justement, ça s'intègre bien dans cette complexité dont je viens de vous parler, parce que si on reste uniquement dans le postnatal, on est peut-être déjà plus dans de la prévention, et on va d'emblée commencer à, si vous me permettez l'expression, courir après les problèmes. Alors que si on se trouve déjà avec une aide au niveau anténatal, notamment dans les consultations anténatales organisées par des médecins ou par des sages-femmes notamment, eh bien, un certain nombre de choses peuvent être relevées qui peuvent effectivement servir de signaux d'alarme pour ce qui va être pris en charge dès que le bébé sera né. Et on a bien sûr là les consultations médicales, bien sûr, l'ONE, Kindergezin, etc. Pour cela, c'est important de relever la nécessité d'une formation davantage centrée sur ces questions pour les professionnels, de nouveaux psy, mais aussi non psy. Et je crois qu'en effet, toute cette approche médicale est nécessaire évidemment, mais doit absolument intégrer aussi la dimension psy. Et donc là, je disais tout à l'heure, pas que psy, mais ici dans le médical, c'est important aussi d'intégrer tout ce qui va être le psy, et qu'une consultation prénatale, ce n'est pas seulement la mesure de la colonne vertébrale du bébé, le périmètre crânien, etc. Il faut effectivement bien penser à ces choses-là. Bien entendu, je vous avais dit, c'était pour les familles à grande vulnérabilité, donc ces vulnérabilités sévères posent ils ont d'énormes problèmes au niveau des structures parents-bébés, avec notamment les structures d'accueil de mères toxicomanes, etc., où on a pu dire dans le groupe que ce sont vraiment des familles qu'il faut vraiment tenir, vraiment, et que si on les lâche, c'est fini et bascule. Donc c'est vraiment extrêmement important, et avec sans doute des moyens qui sont encore tellement insuffisants. Et voilà, on espère bien qu'effectivement, les choses pourront se débloquer, en sachant, ça a été remarqué aussi, qu'il ne s'agit pas seulement de prévoir, de débloquer des millions, mais qu'également, il faut voir si je puis me permettre, ce qu'on fait avec ces millions. Parce qu'il y a des projets qui peuvent être plus efficaces que d'autres avec la même somme d'argent. Et donc là, je crois que ça, c'est vraiment important que ça puisse être traité notamment avec le terrain. Les deux mots clés, ce sera intégration et mise en réseau. On peut dire que ce sont les deux mots qui ont traversé le groupe dans l'approche qu'on avait choisie. Bien entendu, secteur adulte et secteur enfant, c'était une des questions d'ailleurs, pour permettre effectivement que les gens se parlent, ce qui est la bonne volonté de tout le monde, mais ce qui n'est pas toujours le cas. Et on a cité aussi un exemple d'une structure, mais qui est destinée peut-être aux professionnels, mais où on discute effectivement, on rassemble des intervenants psy et non psy, adultes et enfants, et de façon régulière, une sorte d'intervision, si vous voulez, sur des cas, pour essayer d'améliorer la collaboration. Je trouve que ça, c'est une expérience qui est tout à fait intéressante. Alors, penser, c'est évidemment un peu un jeu de mots. Alors, c'est un jeu de mots qui a tout son sens, d'abord, parce que je crois qu'effectivement, il faut penser l'interaction, il faut effectivement la penser avec un A. Je terminerai par ça. Je parlais tout à l'heure du congé parental, et on a vu que les meilleures idées peuvent parfois avoir des effets contradictoires, parce qu'on a évoqué que dans certains pays, le congé parental était extrêmement prolongé, et que ce serait une solution, par exemple, pour ne pas ouvrir moins de crèches, comme ça, on remplacer une crèche par un congé parental plus long. Alors, c'est une bonne idée ou c'est une fausse bonne idée? C'est un peu selon, parce qu'il faut voir ce que chaque maman veut, et qu'il est bien clair qu'il y a des mamans qui n'ont pas nécessairement envie de rester comme ça hors circuit pendant une période extrêmement longue. Donc c'est important de toujours adapter. Et je conclurai par quelque chose qui n'était pas tout à fait dit dans le groupe, mais que je me permettrai d'ajouter, qui est effectivement qu'on parle beaucoup de structures, etc. Mais je crois que ce qui est important, c'est aussi de ne jamais oublier qu'au-delà des structures, il y a des gens et des individus, et que donc, surtout dans ce domaine-là, qu'il y a une maman, qu'il y a un papa et qu'il y a un bébé, et que l'approche doit être toujours aussi individualisée que possible. Je vous remercie.
faudra une petite réflexion philosophique sur penser et penser. Ça nous met à penser, Monsieur Macher. Laatste workshop voorgesteld door professeur workshop présenté par le professeur Delven et le professeur Ruud van Winkel. De adolescentie. Votre Majesté, Mesdames et Messieurs, on va vous présenter le travail du groupe, sachant qu'il y a déjà un groupe de travail pour le moment national sur la question de la transition et une chaire de transition qui est financée par la Fondation Roi-Baudouin. On a travaillé avec le groupe avec des nouvelles idées, qui sont des idées supplémentaires et intéressantes qu'on va vous présenter à deux. Merci. Je voudrais tout d'abord remercier la Reine pour cette initiative importante. Je veux aussi exprimer mon admiration pour tous les adolescents ici présents aujourd'hui, comment vous êtes allés en interaction avec les ministres, avec la Reine. La façon dont vous vous êtes présenté dans les films, c'est vraiment très beau. Merci pour cela. Alors, pour l'âge de la transition, ça c'est la pyramide de l'OMS. Ceci est le plus important pour nous. Évidemment, c'est une pyramide connue. Et depuis les groupes de travail, nous y avons ajouté un élément qui y faisait défaut, selon nous. C'est le bloc transversal, donc le bloc qui dépasse les différentes lignes et qui est en fait le bloc de participation. Il s'agit évidemment des adolescents même, mais aussi de leur contexte, amis, parents, etc. Nous pensons que c'est un élément très important qui mérite d'être ajouté à ce modèle et qui est aussi un élément important de cette continuité qui est si importante parce que les amis, les parents, ça continue, tandis que les prestataires de soins ou les secouristes sont liés à un service ou un établissement donné. Alors, la dernière page en ce qui me concerne, nous nous rallions à l'appel des jeunes, comme quoi il faut de nouvelles et de meilleures possibilités pour entrer en contact avec les bons services de prestation de soins. Les lignes de téléphone qui existent, en fait, sont à partie dépassées et ne correspondent plus au monde dans lequel vivent les jeunes. C'est intimidant de devoir prendre son téléphone, c'est beaucoup plus facile de chercher quelque chose en ligne. J'ai le numéro de téléphone du professeur Sab dans mon GSM, donc je vais tout de suite l'appeler et je me déclare d'accord pour m'y rallier. Nous pensons à un certain nombre de fonctions, des fonctions de chat avec des personnes dans une situation similaire. C'est un grand soutien. Ça peut nous permettre d'apprendre. C'est aussi une espèce d'auto-évaluation, un outil de renvoi où les jeunes pourraient avoir une première indication. Donc voilà, vous pouvez éventuellement contacter telle ou telle personne ou tel numéro. En général, nous trouvons que les jeunes ayant de l'expérience doivent pouvoir obtenir un rôle important dans les soins. Les experts du vécu, les experts of experience, et que c'est le domaine dans son ensemble qui est important, pas que les symptômes mentaux, mais également les loisirs, l'école, etc. Un point qui a été avancé par la psychiatrie d'adultes du côté flamand, c'est quand les parents ont un problème, qu'on pense aussi aux enfants qui vivent chez ses parents et qui ont encore besoin de soins. Donc c'est une réflexion claire et ça, on pourrait le développer au niveau national. La diapositive suivante. Donc, on reprend l'assistance et le soutien adapté à la culture et l'importance aussi parfois pour les jeunes d'avoir auprès d'eux
une personne de confiance, qui n'est pas toujours leurs parents, qui peut être quelqu'un qui les soutient tout au long des démarches qu'ils doivent effectuer. On demande aussi aux professionnels de tous bords, pas uniquement de la santé, mais de l'aide à la jeunesse, du handicap, etc., de faire des meetings concrets qui parlent autour du jeune et de la famille, et de pouvoir étendre potentiellement l'aide au-delà de 18, 20, 23 ans. Et dans le groupe, on s'est même pris à penser que le recul de 21 à 18 ans pour la majorité légale était peut-être un piège d'une certaine manière. Et je terminerai par la dernière diapositive. Donc, c'est de permettre aussi à cette personne de référence pour les jeunes de pouvoir l'accompagner dans les différents lieux et les différents lieux de soins, mais aussi lieux d'aide ou lieux de loisirs, de pouvoir aussi soutenir l'hébergement des jeunes et d'avoir des initiatives, par exemple d'habitation protégée ou de logements spécifiques pour des jeunes qui ont connu des difficultés psychiques. Et il y a quelques initiatives qui existent. Et on a pensé aussi peut-être qu'une plateforme pour les parents pouvait être utile. Et puis, bien sûr, et c'est aussi l'opportunité aujourd'hui de remercier Ruth, que pédopsychiatres et psychiatres d'adultes travaillent ensemble pour ces jeunes entre 16 et 23 ans, parce que trop souvent, il y a une scission et là aussi un gap qu'il nous faut combler. Je vous remercie. Majesté, Mesdames et Messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette session et en tant que commission, nous souhaitons nous rallier à l'admiration exprimée par le professeur Van Winkel, admiration pour les jeunes. Pendant 2 ans, ils ont participé à tous les travaux de la commission. Ils y ont investi beaucoup de temps, également pendant la période des examens, et ils méritent donc vraiment la parole de la fin. La parole de la fin est à vous, à Madame Sana Sadat, à Mika van Dieterbeek et Madame Laurence Mathieu. Bonjour à tous. J'ai trouvé cette journée une journée longue. J'ai dû me lever très tôt. Et je suis très satisfaite en quittant ce bâtiment. Je remercie Sa Majesté pour nous avoir offert cette opportunité et d'avoir participé. Aujourd'hui, nous avons appris qu'enfin on nous écoute, qu'on nous regarde, qu'on communique avec nous et pas sur nous. J'espère que ce ne sera pas une occasion unique, mais qu'on continuera à en parler. Je suppose qu'entre-temps, les ministres sont partis, mais qu'il y a les membres de leur cabinet qui sont là. Donc je voudrais vous demander d'écouter les jeunes, et non pas de parler des jeunes et de décider ou de prendre des décisions sur les jeunes, parce que nous, les jeunes, les adolescents, avec une vulnérabilité, nous devons passer par votre système et nous sommes catapultés. Pour quelqu'un qui a une vulnérabilité, ce n'est pas très agréable non plus. Enfin, je voudrais remercier Experto de nous avoir permis de participer. Je tiens à vous remercier, professeur Sab, Elke, Jo. Merci pour les workshops. De mon côté, je veux aussi remercier beaucoup de personnes. Je voudrais remercier Sa Majesté pour nous avoir offert cette opportunité de parler. C'est tellement important. Caroline, Karine, Sarah, Stéphanie, Yvonne, merci aussi à vous pour le workshop participation et de m'avoir offert l'opportunité de participer au workshop. J'ai appris que ma voix compte et j'ai pu constater que l'on écoute vraiment.
Et j'ai vraiment le sentiment qu'on va en faire quelque chose. Pendant toutes ces années que je me suis battu pour être entendu et de faire entendre ma voix, cela a eu un bel effet aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté et d'avoir contribué activement à ce symposium. Quand on nous a demandé de dire quelque chose pour la conclusion, on nous a demandé d'expliquer ce qu'on avait appris aujourd'hui. Et en fait, moi, j'ai eu la grande chance d'apprendre qu'il existait déjà énormément de choses, énormément de structures originales. Et malheureusement, elles ferment faute de moyens. J'ai aussi appris qu'il y avait de nombreuses initiatives qui avaient déjà été réfléchies. Et malheureusement, elles ne peuvent pas être mises en place faute de moyens. J'ai entendu que les politiques ont mis sur pied des projets tout à fait nouveaux. On a entendu ça ce matin pour soigner nos têtes. Et c'est tout à fait formidable. Mais ce serait encore plus extraordinaire qu'au terme de ce symposium, on s'appuie davantage sur les professionnels de la santé et sur les patients eux-mêmes. Je ne sais pas si c'est particulièrement nécessaire de créer davantage de projets. Il faudrait surtout davantage de moyens financiers et humains. Écouter les soignants et écouter les soignés. Donner de la visibilité aux initiatives qui existent déjà. Faciliter l'articulation entre les différentes disciplines et les différentes sphères politiques. Et voilà, faites-nous confiance et donnez-nous les moyens de mettre en pratique notre confiance. Merci. Majesté, chers invités, chers collègues, après ces mots très pertinents, très touchants aussi, il est venu le temps de conclure. Alors, comme vous vous en doutez, ce n'est pas après ces 2 ans de travail, et on remercie vraiment Sa Majesté de nous avoir accompagnés dans ce travail, et les académies remercient incroyablement les jeunes pour leur participation, ça a été formidable. Mais ce n'est pas une fin, ce symposium n'est pas une fin, c'est un début. C'est un début puisque maintenant, on va mettre en pratique ce que nous avons appris aujourd'hui, on va développer davantage tout ce qui a pu être mis en exergue et nous espérons, comme les jeunes, que ce travail mérite évidemment une sorte de conférence permanente de la santé, sur la santé des jeunes, où on puisse continuer à avoir tous les ministres qui sont attachés à la santé des jeunes travailler ensemble pour réaliser ce que ce symposium nous a montré de formidable. Alors, voilà, je vais terminer ici. Pour finir, un point pratique, bien sûr. Après la clôture de la séance, Sa Majesté la Reine sortira de l'auditorium en premier et je vous demanderai de rester en place jusqu'à ce qu'on vous fasse signe de quitter la salle. Et avec la permission de Sa Majesté la Reine, je vais lever la séance.